Un char KV a tenu à distance 2000 soldats allemands pendant 24 heures. Un autre a détruit à lui seul 22 chars ennemis en 1 heure lors d'une embuscade. Un troisième a littéralement écrasé les canons anti-chars allemands avec ses chenilles, leurs obus rebondissant sans effet sur son blindage. Cependant, en décembre 1941, les 3 chars avaient été abandonnés sur le bord de la route. Le char le plus lourdement blindé au début de la guerre n'a pas perdu face à la Wehrmacht. Il a perdu face à un système incapable de l'alimenter. Pour comprendre comment une arme invincible s'est transformée en un tas de métal sans un seul trou dans son blindage, il faut revenir à cette soirée où l'un de ces chars a accompli ce qui semblait impossible. Le soir du 23 juin 1941, un char soviétique solitaire est apparu sur la route près de la ville lituanienne de Raseiniai. Il a roulé jusqu'à un carrefour, s'est arrêté et s'est figé sur le bord de la route, comme s'il avait été abandonné par son équipage. Les agriculteurs locaux ont vu le véhicule rester immobile toute la nuit, sa silhouette sombre dominant la plaine. À l'intérieur de la coque en acier, 6 personnes étaient assises dans l'obscurité totale, économisant chaque gramme de carburant et chaque minute de fonctionnement du moteur. Ils savaient qu'ils avaient un tassé de carburant pour 10, peut-être 15 minutes de déplacement. Après cela, le char deviendrait un point de tir fixe et son sort serait scellé. Le matin du 24 juin, un convoi allemand transportant des soldats blessés et capturés de l'armée rouge devait passer par cette route en direction du poste de commandement du groupe de combat du colonel Erhard Raus. Lorsque les camions s'approchèrent du char, sa tourelle pivota soudainement. La tourelle était actionnée manuellement, car démarrer le moteur pour faire fonctionner le système hydraulique aurait signifié utiliser le reste de leur carburant. D'un seul coup, l'équipage soviétique détruisit le véhicule de tête, puis abattit méthodiquement les autres avec des obus successifs. Les chauffeurs tentèrent de faire demi-tour sur la route étroite, mais de chaque côté se trouvaient des marécages boueux où les engins lourds s'enlisaient immédiatement. Le convoi fit demi-tour et battit en retraite dans la panique vers ses positions. Ce qui s'est passé ensuite a duré plus d'une journée. Un char KV, un isolé, bloquait la seule route praticable, le long de laquelle un groupe de combat de plus de 2000 hommes recevait des ravitaillements et communiquait avec le quartier général de la division. Les Allemands ont essayé de détruire le véhicule avec tout ce dont ils disposaient. Des canons anti-chars de 50 mm ont tiré à bout portant, mais les obus ont rebondi sur le blindage sans causer de dommages. Un canon anti-aérien de 88 mm a été abattu par l'équipage du char avant qu'il ne puisse tirer un deuxième coup. Pendant la nuit, des sapeurs allemands se sont approchés du véhicule et ont placé des explosifs sous la chenille. L'explosion a arraché la chenille, mais le lendemain matin, le char continuait à tirer depuis sa position stationnaire. Ce n'est que le deuxième matin, lorsque les Allemands ont apporté un autre canon anti-aérien et ont percé le blindage d'une douzaine de tirs, que la résistance a cessé. Les corps de 6 tankistes soviétiques ont été retrouvés à l'intérieur du char. Le colonel Raus a ordonné qu'ils soient enterrés avec les honneurs militaires. Tant les Allemands étaient impressionnés par l'héroïsme de leurs ennemis. Mais les soldats allemands, qui ont rendu un dernier hommage à l'ennemi, ignoraient l'essentiel. Au cours de ces mêmes jours, des centaines de chars invulnérables similaires avaient déjà été abandonnés le long des routes et ce n'étaient pas les canons allemands qui en étaient responsables. Cette bataille
est devenu le symbole des premiers jours de la guerre, lorsque l'apparition des chars lourds K20 a provoqué une horreur superstitieuse parmi les soldats allemands. La machine semblait invulnérable. Mais 6 mois plus tard, en décembre 1941, des milliers de ces mêmes chars gisaient abandonnés le long des routes de retraite. Ils n'étaient pas détruits, mais simplement abandonnés par leurs équipages en raison de réservoirs vides et d'un manque de munitions. Comment le char le plus protégé au début de la guerre est-il devenu un monument à la catastrophe de la machine militaire soviétique? L'histoire du KV-1 n'a pas commencé à l'été 1941. Elle a commencé 2 ans plus tôt dans les neiges de l'isthme de Carélie. En décembre 1939, les troupes soviétiques ont pris d'assaut la ligne Mannerheim finlandaise. Les chars moyens T-28 et légers T-26 se sont retrouvés coincés dans des fossés anti-chars. Leur blindage ne pouvait pas résister aux tirs des canons anti-chars finlandais et leurs canons de 45 mm ne pouvaient pas détruire les casemates en béton armé. Les unités de chars ont subi des pertes inacceptables lors de l'assaut des fortifications spécialement conçues pour repousser les attaques mécanisées. Le commandement de l'armée rouge constata que la guerre moderne exigeait des solutions fondamentalement nouvelles. À l'usine Kirov de Leningrad, le bureau d'études dirigé par Joseph Kotin travailla simultanément sur 3 projets de chars lourds. Les SMK et T-100 étaient des véhicules à plusieurs tourelles pesant plus de 50 tonnes, armés de canons de différents calibres dans 2 tourelles. Les concepteurs partaient là du principe dépassé qu'un canon devait combattre l'infanterie et le second, les véhicules blindés ennemis. Mais la configuration à plusieurs tourelles rendait les chars trop longs, trop lourds et trop coûteux à produire. À titre expérimental, Kotin proposa une version radicalement simplifiée avec une seule tourelle, qui fut baptisée K-1 en l'honneur du commissaire du peuple à la défense Kliment Vorochilov. En décembre 1939, les 3 prototypes ont été envoyés au front pour être testés en situation réelle de combat. Le SMK a heurté une mine dès le premier jour et a été évacué. Le T-100 a bien fonctionné, mais son empattement long s'est enlisé dans les cratères et les tranchées. Le KV a passé tous les tests sans dommages sérieux. Sa conception compacte à tourelle unique offrait une meilleure maniabilité sur les terrains criblés d'obus et son blindage épais résistait aux tirs des canons anti-chars finlandais. L'armée a opté pour la simplicité et la fiabilité. La décision clé concernait l'épaisseur du blindage. Les plaques de blindage frontal étaient en acier laminé de 75 mm, positionnés selon des angles d'inclinaison rationnels. Les ingénieurs avaient compris que le blindage incliné renforçait la protection sans augmenter le poids. Un obus frappant une plaque inclinée devait parcourir une plus grande distance à travers le métal et, à certains angles, il ricochait sans causer de dommages. La tourelle moulée était dotée de parois de 95 mm d'épaisseur, car le blindage moulé était moins résistant que le blindage laminé et nécessitait une épaisseur supplémentaire pour compenser. Ce blindage signifiait que les canons anti-chars allemands standards de 37 mm ne pouvaient pas pénétrer le KV, quelle que soit la distance. Même les canons de 50 mm ne pouvaient pénétrer le blindage qu'à une distance inférieure à 500 mètres lorsqu'ils le frappaient strictement perpendiculairement à la surface du blindage, ce qui arrivait rarement dans les combats réels. Armé d'un canon F-32 de 76 mm, puis d'un ZIS-5 à canon plus long,
le KV pouvait détruire les chars allemands à des distances auxquelles ils restaient invulnérables. Cela conférait aux tankistes soviétiques un énorme avantage tactique. Au début de la guerre, le KV était produit dans 2 usines. L'usine Kirovski de Leningrad et l'usine de tracteurs de Tcheliabinsk avaient produit environ 640 véhicules au 22 juin 1941. Parmi ceux-ci, moins de 300 chars se trouvaient dans les districts frontaliers, tandis que les autres étaient en transit ou en cours d'essai en usine. Chaque véhicule coûtait 3 fois plus cher qu'un char T-34 moyen, mais sa valeur au combat semblait inestimable. Cependant, 6 mois plus tard, la plupart de ces 640 véhicules allaient disparaître. La raison n'était pas les armes anti-chars allemandes révolutionnaires, mais quelque chose auquel les concepteurs n'avaient pas du tout pensé. Lorsque les divisions blindées allemandes franchirent la frontière soviétique le 22 juin 1941, leur commandant était convaincu d'une victoire rapide. Les services de renseignement avaient signalé la présence d'un grand nombre de chars soviétiques obsolètes, dotés d'un blindage fin qui pouvait être facilement détruit avec des armes anti-chars standards. La Blitzkrieg avait fonctionné à merveille en Pologne et en France, où les chars allemands avaient percé les défenses ennemies en quelques jours. Il n'y avait aucune raison de douter de son efficacité sur le front oriental. Les premiers affrontements avec les chars Kievan ont brisé cette confiance. Le 23 juin, dans la région de Rasseiniai, des unités de la 6e division blindée de la Wehrmacht ont rencontré un bataillon de chars lourds de la 2e division blindée soviétique. Les tankistes allemands ont ouvert le feu à leur distance habituelle et ont regardé avec horreur leurs obus rebondir sur le blindage des véhicules soviétiques, ne laissant que des rayures blanches sur l'acier. Les chars tchèques Panzer 35, qui constituaient l'épine dorsale de la division, furent écrasés par les chenilles des chars Kiemat, qui roulèrent simplement sur les véhicules ennemis plus légers, comme un tracteur roulant sur un sillon dans un champ. Une batterie d'obusiers de 150 mm tira jusqu'à la dernière minute, mais même les impacts directs des obus lourds ne pénétrèrent pas le blindage soviétique, ne faisant que secouer les équipages à l'intérieur et laisser des bosses dans les plaques d'acier. Une situation similaire se répéta sur tout le front. Près du village de Lesniaki, non loin de Volkovysk, le 27 juin, un KV-1 isolé retint pendant plusieurs heures les unités de la 263e division d'infanterie de la Wehrmacht. Les Allemands ont perdu plusieurs canons anti-chars en essayant de détruire le véhicule, qui tirait méthodiquement sur leur position. Le char ne s'est retiré qu'après avoir épuisé ses munitions. Des épisodes similaires se sont déroulés sur la Dvina occidentale, près d'Alitus, dans la région de Dubno, où l'apparition d'un ou 2 chars KV a suffi à contrecarrer l'avance de bataillons allemands entiers. Le commandement allemand fut confronté à un problème qu'il n'avait pas anticipé. Les divisions blindées de la Wehrmacht ne disposaient pas d'armes capables de combattre efficacement les nouveaux chars lourds soviétiques. Les officiers de l'armée demandèrent de toute urgence à la Luftwaffe de leur fournir des canons anti-aériens de 88 mm pour les utiliser dans un rôle anti-char. Ces canons, conçus pour combattre les bombardiers à haute altitude, avaient une puissance suffisante pour pénétrer n'importe quel blindage. Mais il y avait une pénurie catastrophique de canons anti-aériens, car ils étaient nécessaires pour protéger les troupes contre les avions soviétiques. Et le commandement de la Luftwaffe était réticent à les céder aux forces
terrestre. Les soldats allemands, enclins au mysticisme, commencèrent à appeler le KV un fantôme. Le char semblait invulnérable et son apparition sur le champ de bataille semait la panique parmi les unités allemandes, habituées au fait que tous les véhicules blindés ennemis pouvaient être détruits par des moyens standards. Les fantassins de la Wehrmacht ont rapidement appris une leçon cruelle. Lorsque le KV apparaissait, la seule décision sensée était de battre en retraite et d'appeler les artilleurs anti-aériens ou les avions. Mais cette invulnérabilité avait un prix auquel peu de gens pensaient au début du triomphe. Le char, qui avait pris position sur la route près du village de Daigné, a très probablement perdu le contact avec son unité dans le chaos des premières batailles. L'équipage avait peut-être pris du retard sur la compagnie en raison d'un problème technique, ou s'était simplement perdu dans un terrain inconnu, où les cartes ne correspondaient pas à la réalité et où les panneaux indicateurs avaient été détruits par les troupes en retraite. Quoi qu'il en soit, 6 hommes se retrouvèrent seuls en territoire ennemi avec un réservoir de carburant presque vide. Le commandant décida de prendre position pour contrôler la route et d'attendre. À l'intérieur du char, la chaleur était étouffante et devenait insupportable à chaque heure qui passait. Le soleil de juin chauffait la coque en acier à une température telle qu'il était impossible de toucher les surfaces intérieures à main nue. L'air était devenu épais et lourd, et chaque respiration demandait un effort. Les réserves d'eau dans les gourdes étaient épuisées dès le premier jour à midi. L'équipage restait assis sur ses sièges, limitant ses mouvements afin de ne pas gaspiller de calories supplémentaires et d'augmenter sa soif. Le commandant du char regardait régulièrement à travers la fente d'observation, surveillant la route. Les autres somnolaient ou restaient assis en silence dans la semi-obscurité du compartiment de combat, où le seul bruit était celui de leur propre respiration. La première colonne allemande est apparue le matin du 24 juin. L'équipage soviétique a laissé passer les éclaireurs à moto, attendant les forces principales. Le tireur a suivi la cible à travers le viseur, tournant lentement le volant du mécanisme de visée, car démarrer le moteur pour l'entraînement hydraulique signifiait utiliser le reste de leur carburant. Lorsque des camions transportant des prisonniers et des soldats blessés apparurent sur la route, le commandant donna l'ordre d'ouvrir le feu. Le premier tir secoua tout le compartiment de combat avec un rugissement assourdissant qui, dans cet espace confiné, causa une douleur physique aux oreilles. La douille tomba sur le sol dans un grand fracas. Le chargeur était déjà en train d'alimenter le prochain obus. Les Allemands tentèrent de faire demi-tour, mais la route était trop étroite et les marécages de chaque côté ne laissaient aucune marge de manœuvre. Plusieurs camions ont dévié de la route et se sont immédiatement enlisés dans la boue jusqu'aux essieux. La colonne a battu en retraite dans la panique, laissant sur la route des véhicules en feu et des soldats blessés, incapables de se déplacer par leurs propres moyens. L'équipage soviétique a attendu la prochaine tentative. Quelques heures plus tard, les Allemands sont revenus avec des canons anti-chars. Les équipages ont déployé leurs armes en position ouverte à 500 mètres du char et ont ouvert le feu. Les obus ont touché le blindage frontal, mais ont rebondi, ne laissant que des bosses et des éraflures. Le bruit des obus frappant le blindage ressemblait à celui d'un marteau géant frappant une enclume en acier. Chaque impact secouait le char, mais l'équipage s'y était déjà habitué et ripostait méthodiquement. Un à un, les canons allemands se sont tus, leurs équipages ayant été tués ou s'étant retirés, abandonnant leurs armes. Le soir venu,
les Allemands avaient apporté un canon anti-aérien de 88 mm. C'était une arme capable de percer le blindage du KV, et le commandant du char soviétique l'avait bien compris. Il ordonna aux tireurs de faire feu immédiatement sur le canon anti-aérien, sans attendre qu'il se mette en position. Le premier obus frappa le canon, tordant le canon et tuant l'équipage. Les Allemands se retirèrent dans l'obscurité. La nuit apporta un répit temporaire, mais aucun soulagement. Il faisait froid dans le char, car la nuit déserte de juin dans les États baltes refroidissait fortement l'air après une journée chaude. L'équipage se relayait pour somnoler. Une personne restant toujours de garde, surveillant l'obscurité à travers la fente d'observation. Vers 3 heures du matin, le conducteur entendit des bruits étouffés à l'extérieur. Il réveilla le commandant. Des gens se déplaçaient prudemment à l'extérieur. Des sapeurs allemands rampaient vers le char à la faveur de l'obscurité. Le mitrailleur tira une courte rafale dans l'obscurité. Il y eut des cris et le bruit de corps rampant au loin. Mais 10 minutes plus tard, une explosion se produisit sous le char. L'équipage sentit le véhicule tressaillir, mais la coque resta intacte. Les Allemands avaient fait sauter la chenille. Au matin, à l'aube, il devint évident que le char ne pouvait plus bouger. La chenille droite était déchiquetée et plusieurs chenilles gisaient à quelques mètres du véhicule. Mais le canon fonctionnait. Il restait des munitions et l'équipage continua à se battre. Le deuxième matin commença par des tirs d'artillerie. Les Allemands tirèrent sur la position du char avec des mortiers et des obusiers, essayant de le neutraliser avec des tirs depuis des positions couvertes. Des mines et des obus explosèrent autour de lui. Des éclats d'obus ricochèrent contre le blindage, mais ne le pénétrèrent pas. Puis, un autre canon anti-aérien de 88 mm est apparu. Cette fois, les Allemands l'ont installé à une distance sûre, d'où le char soviétique ne pouvait pas tirer avec précision. Les artilleurs anti-aériens ont méthodiquement ajusté leur visée, corrigeant leurs tirs. Les premiers obus ont manqué leur cible, les suivants ont touché la coque, mais n'ont pas pénétré le blindage frontal. Ce n'est qu'après une douzaine de tirs qu'un obus a touché la tourelle en biais, a pénétré le blindage et a explosé à l'intérieur du compartiment de combat. Lorsque les soldats allemands se sont approchés prudemment du char silencieux, ils ont trouvé 6 morts à l'intérieur. Pendant 2 jours, un seul équipage a retenu un groupe de combat de plus de 2000 hommes. Ce fut un triomphe pour la construction de chars soviétiques et l'héroïsme de l'équipage. Mais au cours de ces mêmes jours, une autre histoire se déroulait qui montrait l'ampleur réelle du problème. Le 20 août 1941, près de la ferme d'État de Wojskowice, près de Krasnogwardeysk, le lieutenant-colonel Zinovy Kolobanov reçut l'ordre de bloquer 3 routes menant à Leningrad. Sa compagnie de 5 chars K-20 devait à tout prix arrêter l'avance des unités allemandes. Kolobanov, un tankiste expérimenté de la guerre de Finlande qui avait été brûlé 3 fois dans un char et connaissait la valeur de chaque minute de préparation, choisit personnellement les positions de chaque véhicule. Il plaça son char sur la route côtière, d'où il avait une vue sur 2 directions possibles de mouvement de l'ennemi. Le lieu de l'embuscade fut choisi de manière à ce que la colonne allemande se retrouve sur un tronçon de route rectiligne d'environ 1 km, sans possibilité de virage rapide. Des 2 côtés de la route, des buissons épais limitaient la maniabilité des équipements lourds. L'équipage camoufla le char avec des branches coupées et du gazon, intégrant ainsi la machine d'acier au paysage Kolobanov.
ordonna de charger le nombre maximum d'obus perforants. Le chargeur disposa les obus de manière à pouvoir les atteindre sans changer de position, car au combat, chaque seconde comptait. Le tireur, le sergent-chef Andrei Oussov, visa des points de repère, mémorisant les distances jusqu'au point clé de la route. Le conducteur vérifia si le char pouvait rapidement quitter sa position et battre en retraite si les Allemands tentaient de les contourner. Dans l'après-midi, des éclaireurs allemands à moto descendirent de la route. Kolobanov interdit de tirer. Les éclaireurs devaient signaler que la route était dégagée et que la colonne pouvait continuer sans protection supplémentaire. Une heure plus tard, une colonne de 22 chars Panzer 35 allemands est apparue. Les véhicules tchèques se déplaçaient en formation serrée le long de la route, leur commandant debout dans les écoutilles ouvertes, ne s'attendant pas à un danger si près de leur position. Oussov s'est accroupi devant le viseur et a commencé à mesurer la distance. Kolobanov a attendu que le char de tête soit à la distance optimale. Lorsque la colonne allemande s'étira sur la route, il donna l'ordre d'ouvrir le feu. Le premier obus transperça le char de tête. Le véhicule s'arrêta et de la fumée s'échappa des trappes. Le deuxième tir détruisit le char arrière, bloquant la retraite de la colonne. Puis les tirs commencèrent. Les tankistes allemands tentèrent de manœuvrer sur la route étroite, de tourner leurs tourelles et de riposter. Leurs obus de 37 mm ont touché le char soviétique, mais le KV était trop bien camouflé et les Allemands tiraient au hasard, ne voyant que les éclairs des tirs. La plupart des obus ont manqué leur cible et ceux qui l'ont touché n'ont causé aucun dommage. Oussov travaillait au rythme d'un métronome, visant la cible suivante pendant que le chargeur lui fournissait un autre obus. Tirer, recul, verrouillage, recharger, tirer. Ce cycle se répétait encore et encore. Au cours d'une heure de combat, l'équipage de Kolobanov a utilisé tout son stock de munitions, soit 114 obus, et a détruit les 22 chars ennemis. Lorsque le dernier véhicule allemand a pris feu, la route était recouverte d'un mur de feu et de fumée. Le commandant a ordonné au conducteur de démarrer le moteur et de se préparer à battre en retraite. Lorsque le char sortit de sa couverture, l'équipage constata son état. Le blindage était criblé de dizaines d'impacts, mais aucun obus n'avait pénétré la protection en acier. C'était là le summum de la puissance du KV-1, un moment de supériorité technique absolue sur l'ennemi. Mais le jour même où Oussov tirait sur la colonne allemande, à 200 km de là, un événement vint changer à jamais les règles du jeu. Au cours de ces mêmes journées d'août, une autre histoire se déroula dans la région de Krasnogvardsk, montrant que l'invulnérabilité du KV n'était pas absolue. La 8e division blindée allemande rencontra une fois de plus les chars lourds soviétiques et subit à nouveau des pertes causées par des véhicules qu'elle ne pouvait pas pénétrer avec ses armes standards. Le commandant de la division ordonna qu'une batterie de canons anti-aériens de 88 mm des forces de défense aérienne soit amenée et affectée au régiment de chars. Lorsque les chars soviétiques lancèrent une nouvelle contre-attaque, les artilleurs anti-aériens allemands prirent position sur une hauteur dominante à 1,5 km de la route prévue. Cette distance était inaccessible pour les canons de chars de 76 mm, mais elle convenait parfaitement aux canons anti-aériens conçus pour tirer sur des cibles à haute altitude. Les équipages déployèrent leurs canons et se préparèrent à tirer directement, même si cette tactique allait à l'encontre de tout ce qu'on leur avait enseigné. Lorsque les chars KV entrèrent dans l'espace ouvert, les artilleurs anti-aériens ouvrirent le feu.
Les premiers tirs étaient des tirs d'essai et les obus tombèrent trop courts. Les commandants de tir ajustèrent leurs viseurs et la salve suivante toucha le char de tête. Un obus de 88 mm, volant à une vitesse de 800 mètres par seconde et pesant près de 10 kg, transperça le blindage frontal du KV-1, traversa le compartiment de combat et ressortit par l'arrière. Le char s'arrêta et une épaisse fumée s'échappa des trappes. Les tankistes soviétiques ont essayé de repérer les canons antichars à leur portée habituelle de plusieurs centaines de mètres et n'ont pas immédiatement compris d'où venait le feu, pendant qu'ils tournaient leurs tourelles et essayaient de localiser les positions des canons allemands. Les artilleurs anti-aériens ont détruit 2 autres chars. L'attaque a échoué et les chars KV restants se sont retirés sur la colline la plus proche. Le commandement allemand trouva enfin un moyen de combattre les chars lourds soviétiques. Cette méthode nécessitait des canons anti-aériens rares et des équipages bien entraînés, mais elle fonctionnait. En 1941, les forces terrestres de la Wehrmacht reçurent 126 canons de ce type spécialement destinés à la lutte anti-chars. Mais ces canons anti-aériens détruisirent moins de chars Kievan que n'importe quel obus allemand. Au cours de ces mêmes journées d'août, alors que Kolobanov enregistrait 22 chars détruits au crédit de son équipage, une catastrophe d'un autre genre se déroulait sur le front. Le sous-lieutenant Mikhail Sergeyevitch commandait un char Kiev-1 au sein de la 5e division blindée près de Smolensk. Son véhicule avait connu 2 semaines de combats incessants, reçu des dizaines de coups qui n'avaient pas pénétré son blindage et détruit 7 chars et canons anti-chars allemands. Le 15 août, la division reçut l'ordre de se rendre à de nouvelles positions, situées à 100 km de son emplacement actuel. Le problème fut découvert après 10 km de marche. La jauge de carburant indiquait que le char était presque vide. Le conducteur a signalé qu'il ne restait plus assez de carburant que pour parcourir 20-30 km au maximum. Le commandant a contacté la compagnie par radio, mais a reçu la même réponse de tous les autres équipages. Les équipes de ravitaillement étaient restées à la traîne quelque part à l'arrière, et leur localisation était inconnue. Le commandant de la compagnie leur a ordonné de continuer à rouler jusqu'à la dernière goutte de carburant, dans l'espoir que les ravitailleurs les rattraperaient. Le char de Mikhail s'est arrêté sur le bord de la route après 40 km. Le moteur a calé et aucune tentative de le redémarrer n'a abouti. Les autres chars de la compagnie se sont progressivement arrêtés les uns après les autres le long de la même route. Le soir venu, seuls 3 des 20 véhicules fonctionnaient encore, ceux dont les réservoirs étaient les plus pleins. Les équipages ont attendu toute la nuit les ravitailleurs, mais ceux-ci ne sont pas venus. Au matin, le commandant de la compagnie a décidé d'évacuer les chars à l'aide de dépanneuses, mais il n'y avait pas de dépanneuses. Il n'y avait que les chars restants, qui étaient physiquement incapables de déplacer un véhicule de 47 tonnes sans câble et équipements spéciaux. Au cours de la journée, un officier du quartier général de la division est arrivé avec l'ordre de mettre hors service tous les chars qui ne pouvaient être évacués. Les Allemands avançaient et il fallait empêcher les véhicules de tomber entre les mains de l'ennemi. Mikhail et son mécanicien conducteur ont fait exploser le moteur avec une grenade, ont retiré les verrous du canon afin qu'il ne puisse plus tirer, puis ont abandonné le char. L'équipage a marché vers l'est, dans l'espoir de rejoindre ses unités. Le char est resté sur le bord de la route, intact à l'extérieur,
avec une charge de combat complète, mais inutilisable sans carburant. Un jour plus tard, les troupes allemandes ont emprunté cette route. Les soldats de la Wehrmacht contournèrent prudemment le KV abandonné, craignant une embuscade, et découvrirent alors seulement que cette formidable machine avait simplement été laissée sur place. Cette histoire se répéta des centaines de fois sur tout le front au cours de l'été et de l'automne 1941. Le système d'approvisionnement soviétique s'effondra sous les coups de la Blitzkrieg. Le carburant n'arrivait pas aux unités du front car les camions-citernes étaient détruits par les avions ou perdaient leur chemin dans le chaos de la retraite. Les munitions s'épuisèrent après la première bataille sérieuse, car les approvisionnements étaient perturbés. De nombreux chars KV n'avaient pas du tout de projectiles perforants, seulement des projectiles à fragmentation hautement explosifs pour combattre l'infanterie et les fortifications. Les chars tirèrent des projectiles hautement explosifs sur les chars allemands, qui ne pouvaient pas pénétrer le blindage, dans l'espoir au moins d'étourdir ou d'aveugler l'équipage ennemi. Les équipages reçurent l'ordre de contre-attaquer, d'effectuer des marches forcées et de briser les encerclements. Les chars roulaient à la limite de leur capacité technique, utilisant leurs derniers litres de carburant. Lorsque le carburant s'épuisait, les commandants devaient faire un choix. Abandonner le char et partir à pied, ou rester et livrer une dernière bataille sur place, transformant la machine en casemate fixe. La plupart choisissaient la première option, car les ordres leur imposaient de préserver les équipages pour les nouveaux équipements qui devaient arriver de l'arrière. La transmission peu fiable du KV aggravait le problème. La boîte de vitesse, conçue pour des chars 2 fois plus légers, ne pouvait pas supporter la masse d'une machine de 47 tonnes soumise à une utilisation intensive. Les embrayages brûlaient, les arbres se brisaient et les engrenages s'effritaient. Les réparations nécessitaient des conditions d'usine, un équipement spécial et des pièces de rechange qui n'étaient pas disponibles dans les ateliers de campagne. Dans les conditions d'une armée en retraite, de telles réparations étaient impossibles. Les chars dont la transmission était cassée rejoignaient la liste des équipements abandonnés. À la fin de 1941, sur les quelques 1000 chars KVAM dont disposaient les troupes au début de la guerre, la plupart n'ont pas été perdus au combat, mais simplement abandonnés en raison de dysfonctionnements techniques et du manque de fournitures. Les statistiques étaient brutales. Selon diverses estimations, 60 à 70% des pertes de chars étaient des véhicules abandonnés par leurs équipages. Les Allemands ont trouvé des cimetières entiers de véhicules blindés soviétiques le long des routes de retraite. Des chars redoutables et en état de marche à court de carburant se sont transformés en monuments à l'effondrement systémique. Le char près de Rasseiniai a combattu pendant 24 heures et est mort invaincu. Son équipage a accompli une tâche qui semblait impossible. Mais pendant ces mêmes jours, des milliers de chars similaires sont restés immobilisés le long des routes de retraite. La guerre n'est pas gagnée par ceux qui possèdent les meilleures armes, mais par ceux qui disposent d'un système d'approvisionnement fonctionnel pour ces armes. Le KV-1 était une machine techniquement parfaite pour son époque. Son blindage pouvait résister aux coups de n'importe quelle arme anti-char standard de la Wehrmacht. Son canon détruisait les chars ennemis à distance sûre. Des équipages individuels ont accompli des exploits qui semblaient impossibles. Mais le système militaire soviétique était incapable de fournir à ces machines ce dont tout char a besoin
pour éviter de devenir une cible immobile. À la fin de 1942, le K1 a été retiré de la production. Il fut remplacé par une version plus légère, le KAM-1S, puis par les chars IS-2, fondamentalement nouveaux, qui tenaient en compte de l'amère expérience des premières années de la guerre. Les descendants directs du KV atteignirent Berlin, mais il s'agissait déjà de véhicules différents, créés dans des conditions où l'industrie soviétique avait appris non seulement à produire du matériel, mais aussi à l'approvisionner en tout ce dont il avait besoin. La principale leçon tirée du KV était dure et simple. Il est possible de créer une arme invincible, mais si les systèmes d'approvisionnement, de formation et d'application tactique ne fonctionnent pas, cette arme ne restera qu'un monument au génie technique, abandonné en marge de l'histoire. 6 tankistes près de Raseiniai ont prouvé que le KV pouvait arrêter toute une division. Des milliers de chars abandonnés ont prouvé que même la machine la plus sophistiquée est impuissante, sans carburant, dans son réservoir.